Aujourd'hui, nous allons vous parler d'entreprise, d'entreprendre et de passion. En effet, alors c'est vrai que c'est toujours un plaisir de faire ces conférences avec toi, Firmin. Alors, je vais prendre la zappette, parce que je ne peux pas tout faire. Mais donc, ça fait 40 ans qu'on se connaît. Ah, ça marche plus. Oui, ça va marcher, ça va marcher. Voilà, bouge plus. C'est pas grave, on va enchaîner. Donc, ça fait 40 ans qu'on se connaît, ça fait des éducations communes avec ton papa, ta maman. Et c'est vrai que moi, c'est toujours un plaisir, un kiff même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Firmin, il est bien sûr artiste au sein de la compagnie Alexis Grus, c'est le fils d'Alexis Grus. C'est un acrobate à cheval, équilibriste sur échelle, un musicien émérite, enfin, il sait tout faire, jongleur, vous l'avez vu. Et puis en même temps, c'est un papa qui éduque ses enfants, et puis c'est aussi un chef d'entreprise. Une cinquantaine de salariés en petite période, ça monte à 150 salariés en période de pointe, quand il y a beaucoup de spectacles. C'est 50 chevaux, c'est une quarantaine de camions à amener d'un endroit à l'autre pour se produire en spectacle. Et puis c'est un peu plus de 300 000 personnes qui viennent voir le spectacle des Folies Grusses chaque année. Donc ça, c'est une vraie fierté, ouais, à chaque fois que je fais ça avec toi. Voilà. Et toi, Vincent, on se connaît depuis qu'on est tout petit, parce que ton père était photographe passionné par notre art. Et ça, c'est nous petits. Et dès que tu avais des vacances, dès que tu avais un moment de repos, tu rejoignais la compagnie pour soit monter le chapiteau, faire la route, et puis petit à petit prendre des massues, jongler dans ton coin, faire de l'acrobatie avec moi. Et de fil en aiguille, comme ça, tu as intégré notre famille. C'est moi petit, voilà. Tu passais ton temps dans la famille. Et puis jusqu'à tes études, la fin de tes études, dès que tu as eu tes diplômes, ton père t'a autorisé à signer ton contrat dans la compagnie Alexis Grus, et on a passé 6 ans sur la piste ensemble. Et ces moments, quand j'y pense, c'est formidable parce qu'on a la même éducation, on a passé les mêmes temps avec mon père, ce qui nous explique la philosophie d'une entreprise, la philosophie d'une passion, d'une famille, du travail équestre, de tout, d'un ensemble de choses. Et moi, je gère mon entreprise aujourd'hui d'une manière qui est très proche de la tienne, alors qu'on a deux univers totalement différents. Toi, tu es dans la prévention, dans la formation, et moi, je suis dans le spectacle, l'émerveillement. Mais on a le même ADN. Et c'est ce qui fait qu'on est vraiment si proches. Et la fin de ta carrière artistique, on va dire, qui n'est pas vraiment finie, vu qu'on continue en conférence, elle s'est produite après tes accidents. Et c'est là où, justement, c'est une nouvelle épreuve. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on est un peu fou, on prend des risques, et puis des fois, on se sent un peu plus en forme que d'autres, et d'un seul coup, on va trop loin. Et là, comme on dit chez nous, c'est un rappel à l'ordre. Alors le mieux peut-être pour illustrer justement cette complicité qu'on a entre nous, il y a une discipline dans le spectacle et dans le jonglage qui s'appelle le passing. On va vous montrer ça. On va peut-être enlever nos vestes, on sera plus à l'aise. Alors, Jacques Lang dirait le passage. Le passage. Voilà, parce qu'on faut pas d'anglicisme. Garder les mots français. Allez hop. Alors ces passages justement, c'est un vrai exercice de complicité. C'est génial, hein, en fait. On aurait pu faire ça encore hier. Ça fait 6 mois qu'on l'a pas fait. Hop, voilà. On le voit pas, mais en fait, il y a quand même des années de travail derrière ça. Et en même temps, ça faisait peut-être 3-4 mois qu'on ne l'avait pas fait, et tout de suite, les automatismes reviennent. Plein de petites choses qu'on va vous expliquer aussi dans cette conférence. Par exemple, une chose, imagine si on avait raté, là. La massue, elle tombe, qu'est-ce qu'on fait? Les gens d'abord auraient été déçus. Ils se seraient dit, t'as vu Et puis, ça c'est instinctif. On aurait recommencé, parce que ça c'est notre vocation, on doit présenter un travail fini, et là on aurait réussi. Peut-être au bout de la 2e ou 3e fois.
Mais c'est la réussite de la deuxième ou troisième fois qui va faire le succès de notre travail. C'est génial parce que c'est la gestion de notre échec qui aurait fait finalement presque notre succès. C'est-à-dire que quand on échoue, qu'on recommence, dans tout spectacle, les gens, ils applaudissent 2 fois plus. Et c'est vrai qu'en entreprise, l'échec, il n'est pas toujours valorisé de la même manière. Et je rêve que dans une entreprise, un jour, on soit applaudi. On applaudisse le gars qui traverse un couloir parce qu'il avait échoué hier, il avait un peu merdé, il s'est rattrapé, il a recommencé, et là on dit applaudissements. Donc c'est toutes ces choses-là, je te laisse, qu'on va vous expliquer au travers justement de 3 grandes thématiques qui sont l'équilibre, la confiance et la passion. Et pour vous parler d'équilibre, Firmin, je vais te demander de prendre un petit peu de hauteur. Parce que finalement, il n'y a pas mieux qu'une bonne démonstration pour vous parler d'équilibre. Ça c'est pareil, hein, ça se fait facile. C'est instinctif. Alors, la discipline de l'échelle libre, elle est formidable parce que elle demande un travail colossal. Alors, c'est pas de la prétention, c'est juste un fait. Pour que je tienne debout sur cette échelle et que je puisse présenter un spectacle, il m'a fallu 7 ans. Et quand j'ai commencé à l'âge de 7 ans, ma grand-mère et ma mère m'accompagnaient pour que je tienne sur cette échelle. Donc on commence au 3e barreau, contre un mur. Hop, on essaie de faire tenir l'échelle en équilibre et on se rappuie sur le mur. Et là, il se passe des jours, des mois, des années, avant que ça vienne un véritable équilibre. Mais cette discipline, et quand j'ai débuté, donc j'avais 14 ans, mon premier numéro, et c'était pas terrible. Donc il m'a fallu encore des années de travail, parce qu'après il y a une autre manière d'appréhender les choses, de développer, pour que ça devienne instinctif vraiment et qu'on se sente en parfaite sécurité, parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur tout à l'heure. Mademoiselle me disait que je lui faisais peur en étant en haut de l'échelle. C'est vrai qu'on est quand même, si la chute peut être assez dramatique. Mais cette discipline, pour moi, elle m'a forgé dans mon travail de direction, dans mon travail d'entrepreneur, dans mon travail de passionné, parce qu'elle demande de l'abnégation, elle demande beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, et surtout cette recherche en permanence d'équilibre. Si j'arrête de bouger, je tombe. Donc dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on a besoin de faire en permanence? Parce que forcément, on a des objectifs, on a les trimestres, on a les saisons. Alors nous, c'est les saisons, c'est Paris, c'est Béziers, c'est le Vaucluse. Mais dans vos entreprises, à vous, c'est des statistiques, des tableaux. C'est pas pareil. Mais le résultat est le même. C'est-à-dire qu'on a besoin d'atteindre un certain niveau. Et en se remettant en permanence en question, nous, on le fait, que ça soit dans cette discipline, on le fait dans la manière dont on crée nos spectacles, on le fait dans la manière dont on prépare les saisons, et on le fait dans la manière dont on va même déménager d'un site à l'autre. Voilà. Et hop, je vais descendre quand même, parce que après je reste... Alors, sachant que ça, c'en est une d'échelle dans laquelle je fais habituellement des acrobaties, mais là avec le costume, c'est pas. Donc je rentre dans l'échelle, je rentre top, je remonte derrière. J'en ai une deuxième où je tiens debout sur 2 petites plateformes qui sont en haut, et là je jongle avec 5 cerceaux. Et la troisième, c'est une où je monte sur les bras. Voilà. Et avec celle des bras, j'ai un Guinness record. Il y a une vingtaine d'années où j'ai tenu plus de 36 secondes sur les bras. Alors c'est intéressant parce que si on veut faire l'analogie avec n'importe quel métier, l'équilibre finalement, dans ce que vous faites au quotidien, ça va être vos bases. On a besoin de cet équilibre, on a besoin de bonnes bases. Ces bases, ça va être bien sûr vos diplômes, ça va être des procédures, des choses sur lesquelles on s'appuie dès que ça ne va pas pour se raccrocher à ça. Ces bases, c'est aussi bien sûr votre entourage, vos collègues, sur qui pareil on va pouvoir s'appuyer, rechercher de la confiance. Ça peut être aussi votre entourage proche, vos amis, votre famille, c'est-à-dire tous les gens, toutes les choses auxquelles on va se raccrocher pour à la fois gérer quand ça va moins bien, mais aussi pour se permettre le déséquilibre.
de prendre des risques. Je prends des risques parce que je sais que j'ai des bonnes bases et que je suis bien ancré. Et puis ensuite, le déséquilibre, c'est justement cette prise de risque, c'est d'avancer parce que de toute façon, on n'avance pas sans prendre un risque, sans se déséquilibrer. Alors nous, ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est que, vous imaginez, on avait à un moment 17, 18 ans, et puis on a commencé à apprendre l'acrobatie. Alors pour nous, c'était le Graal, on va devenir des acrobates. Et donc, on a pensé que tout de suite, on allait apprendre à faire des sauts périlleux, etc. Et puis on a rencontré Serge Barello. Voilà, tout petit, comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous a appris? La première chose qu'il nous a appris, quand on lui a dit, nous, on veut apprendre à faire des flic-flac, des sauts périlleux, il nous a dit, on va apprendre à tomber. Alors, ça nous a un peu gâché le plaisir. Mais c'est vrai que on s'est dit, voilà, de toute façon, on n'avait pas le choix. C'est ce qu'on appelle des maîtres. On a la chance chez nous d'avoir des maîtres. Et pourquoi apprendre à tomber? C'est la même chose chez nous dans toutes les disciplines. L'échelle, avant de tenir comme je l'ai fait aujourd'hui, j'avais une longe de sécurité. Quand on va faire de la voltige à cheval, on va mettre un enfant, moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans, debout sur un cheval au galop, et la première chose qu'on vous met, c'est cette longe de sécurité, ou alors un matelas. Mais il y a des outils, alors vous utilisez des outils, mais c'est vrai que les risques, on essaye, nous, plutôt dans l'entreprise, d'éviter les risques. Nous, dans le spectacle, on est conscient des risques, et ça fait partie de notre quotidien. Et c'est vrai que c'est la différence. Et en effet, apprendre à tomber, ça c'est pas culturel aussi en entreprise, mais en se disant, de toute façon, un jour, on tombera. Il y a des chutes plus ou moins grosses. Mais si on a appris à tomber, on est capable de se relever, d'analyser et de recommencer. Et si on est persuadé qu'on tombera jamais, c'est là que la première chute fait très très mal. Sachant que dans toutes ces chutes, dans tous ces potentiels échecs qu'on a dans le spectacle, il y a un truc que redoutent tous les artistes, c'est le rat. Le rat. C'est pas le... C'est pas le rat de Paris, non, c'est pas... C'est le rat du verbe rater. Et le rat, c'est quoi? C'est que vous avez l'habitude de faire quelque chose comme l'échelle, par exemple. Là, je suis monté, hop, je mets les pieds, je réfléchis pas, les mains, elles montent toutes seules, et d'un seul coup, je passe la jambe. Ma jambe droite, elle va devant, la jambe gauche, elle est derrière. Et un jour, je vais arriver sur l'échelle et... quel pied je mets? Quelle main je mets? Et là, on a un blanc, un noir, ou vous appelez ça comme vous voulez. Mais vous avez un moment où vous avez une absence. Et dans ce cas de figure, à votre avis, comment fait-on? On peut se rattraper qu'à l'apprentissage. Et c'est pour ça que dans notre travail, les apprentissages sont très longs. Quand je vous parlais de 7 ans pour faire de l'échelle libre, il faut aussi 7 ans pour tenir debout sur un cheval au galop. Parce qu'il y a tout un processus. Et quand on reprend justement ces bases, on arrive à remettre les choses en route naturellement. Et en effet, ça c'est une vraie école d'humilité, c'est qu'il faut repartir de zéro. Il faut vraiment écraser le disque dur et repartir comme un débutant. Alors quand vous faites une discipline depuis 10 ans, 15 ans et qu'il faut repartir comme au tout début, ça fait un peu mal. Mais c'est indispensable. Alors bien sûr, on regravit les échelons beaucoup plus rapidement et c'est une vraie école d'humilité. Le rat, vous l'avez, je pense, quasiment tous eu, sans vous en rendre compte. C'est le fameux code de carte bleue qu'on fait tous les jours. Et un jour, on est devant le distributeur et il y a le blanc. Et plus vous allez chercher votre code, moins vous allez le trouver. Et imaginez ce que ça fait quand vous êtes comme Firmin en haut de l'échelle. Et là, d'un coup, il n'y a plus rien. Et là, il faut être capable de gérer. Et pareil, grosse école d'humilité. Alors, ces crises-là, on en gère des dizaines des fois par seconde dans un spectacle. Quand vous êtes debout sur un cheval au galop, vous êtes en permanence en train d'anticiper. Et si le cheval trébuche, et si un enfant fait un geste et que le cheval fait un écart, comment je gère, etc. Et puis, il y en a des plus grosses. Des événements, même traumatisants, qu'on a vécu ensemble. Je pense notamment à la tempête du 26 décembre 99. Ouais, ça remonte, mais c'est imprégné dans notre ADN, dans nos gènes aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a du vent, tout de suite vous avez cette émotion qui vous traverse. Parce qu'on a vécu des moments terribles. D'abord, il y avait des spectacles l'après-midi. Le vent commençait à souffler, parce que c'est ça, notre métier, c'est la pluie, le vent, les grèves, les attentats, les gilets jaunes. Bref, il faut tout gérer, Et je vous avoue qu'en ce moment, avec la période qu'on vit, on se dit qu'il va falloir anticiper la période de la fin d'année, et ça va être extrêmement difficile. Mais on ne peut pas faire marche arrière, on est obligé d'aller faire la marche avant. Donc cette tempête, un spectacle, on sait qu'il y a du vent, on sait que le chapiteau est solide, il a des normes, il a des règles de sécurité, et puis au bout d'un moment, on décide quand même d'évacuer.
Parce que ça, c'est l'instinct. Il faut toujours garder une place pour l'instinct, même s'il y a la méthode, l'instinct, il faut le cultiver. L'instinct, c'est ne pas faire ce que notre petite voix nous dit de ne pas faire. Et d'un seul coup, mon père décide donc d'évacuer le chapiteau. Les gens sont pas contents, parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on risque, vu qu'on est dans des normes de sécurité, on préfère évacuer les gens. Et puis, le vent souffle de plus en plus. Le chapiteau tient. On se met tous, les salariés, les artistes, la famille, on met la main à la pâte, on met des bouts de corde, on met des bouts de ficelle, on met des piquets, on met des engins, des camions pour bloquer le vent. Et puis ça descend, ça se calme, on va se coucher. Et là, à 3 heures du matin, mon frère m'appelle, le vent était reparti de plus belle et le chapiteau est en train de s'envoler. Le chapiteau est en train de s'envoler, ça veut dire que le chapiteau, c'est une envergure de 50 mètres carrés, 50 mètres de diamètre, 2000 mètres carrés. Vous avez un énorme amas de toile avec une coupole à 18 mètres du sol qui est en train de vaciller comme ça dans la nuit dans le bois de Boulogne. Et puis, d'un seul coup, mon père a fait le tour et il a dit tout le monde s'en va, il n'y a plus rien à faire. Donc, on se met entre des camions, 2 semi-remorques. Et là, vous voyez toute votre vie, tout votre travail, tout ce que vous avez fait au quotidien qui s'en va. Alors, je pense souvent aux gens qui ont vécu d'ailleurs toutes les inondations, tout ce que l'on voit. C'est terrible. Tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne pouvez pas l'imaginer, mais quand ça vous arrive à vous, vous vous dites pourquoi, mais il n'y a pas de règle. Et puis, la nuit s'enchaîne, on est tous calfeutrés entre ces 2 semi-remorques. D'un seul coup, le matin arrive, ça se calme un peu. La première chose qu'on fait, on va s'occuper des chevaux, vérifier qu'il n'y a pas de blessés. Miracle, aucun cheval n'a été touché par un poteau, par un bout de métal ou par une bâche qui volait. À l'époque, on avait un éléphant. Donc l'éléphant s'est échappé dans le bois de Boulogne, on cherche l'éléphant. Voilà, on le met dans son camion, on va vite chercher un chapiteau de secours, on monte le chapiteau, on met l'éléphant dans le chapiteau. Et puis, petit à petit, vous avez votre amas de toile et de bois, de planches, de métal, de tout. Et puis vous dites, bon, ben, il faut y aller, il faut débarrasser. Et là, vous commencez, vous ne savez pas par où commencer, mais vous y allez. Et puis, 4 jours après, arrive le 31 décembre, et là, j'ai un ami qui nous prête un chapiteau, on monte un petit chapiteau, on réveillonne, on fait une surprise à tout le personnel, à toute la famille, comme on a cette tradition de réveillonner le 31 décembre. Et après, ben, vous vous sentez plus fort, parce que vous avez vécu quand même des moments difficiles, et vous savez que vous savez faire. Et on a vécu cette deuxième étape aussi un peu similaire, mais qui n'était pas aussi impressionnante, mais qui était aussi émotionnelle, c'est le Covid. Le Covid a été la même chose. Tout le monde au chômage partiel, toutes les entreprises arrêtées, toutes les difficultés, mais il y a 50 chevaux. Et les 50 chevaux, qui va s'en occuper? Les salariés au chômage partiel, ils ne sont pas intermittents, les chevaux. Ils ne rentrent pas chez eux. Donc il faut continuer non seulement à les soigner, à les nourrir, à les faire travailler, à curer les box. Et ça, c'est votre savoir-faire. Vous prenez la fourche parce que vous l'avez appris un jour, vous savez le faire, vous curez les box, vous vous occupez des chevaux. Et voilà, ces étapes sont vraiment des étapes impressionnantes d'abnégation et d'humilité dans notre métier. Alors c'est vrai que ce jour de l'an qu'on a vécu dans ce tout petit chapiteau, alors, qui était quand même le passage à l'an 2000, alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on était dans le bois de Boulogne, donc de loin, on voyait quand même la tour Eiffel qui s'est illuminée de manière extraordinaire, parce que ce passage à l'an 2000. Et bah oui, le fait d'avoir vécu cette grosse crise ensemble, où on a même à un moment pensé qu'on allait vraiment y passer, et de revivre ce moment de rebond, ce premier rebond, c'est pour moi finalement un des meilleurs moments de ma vie. Et si on arrivait à faire ça aussi, c'est justement parce qu'on a toujours réussi à instaurer un climat de confiance. Et c'est finalement le deuxième pilier qui nous a toujours animés, c'est la confiance. Sachant que la confiance, c'est un vrai truc dans la piste, parce que quand tu l'as, c'est extraordinaire, tu voles, rien ne peut t'arriver. Les applaudissements du public qui nous embarquent. Et puis quand on perd cette confiance, on en a parlé tout à l'heure avec Laura, tout s'écroule. Et là, c'est une sensation, vous n'avez plus de jambes, vous arrivez à plus rien faire, etc. Il faut aller la rechercher, cette confiance. Vous avez toutes et tous certainement vu déjà des spectacles vivants, que ce soit au cirque, mais au théâtre, etc. Donc on voit des artistes, même dans un concert, une complicité énorme à chaque fois entre les artistes. Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer derrière le rideau, pendant le spectacle, entre deux numéros, avant et après? Eh bien, on se jauge, on se briefe. Alors, comme vous dites dans votre métier, on se briefe. Nous, on se jauge. D'abord,
il y a une particularité de notre métier, c'est qu'on ne peut pas noter et faire un compte-rendu le soir ou le lendemain ou à la fin de la semaine. On est en costume, on n'a pas d'outils, il y a le rideau, il y a la piste, il y a les chevaux derrière. Donc c'est comment tu te sens, ça va. D'abord, on le sait, ça se voit. Mais on pose quand même la question, justement, quand cette question d'humilité, de se dire, je vais quand même vérifier qu'il se sent bien, et comme ça, on est bien câblé et connecté. Et puis, comment tu te sens par rapport au climat, par rapport au public, par rapport à la semaine que l'on a passée. Par exemple, nous, on fait des week-ends à Paris, on fait 6 spectacles, 7 spectacles, 8 spectacles dans le week-end. 4 le samedi, 4 le dimanche. Alors, c'est très, très, très dense. Ce sont des spectacles d'1h30, ça fait que 6 heures de travail. Mais 6 heures de travail très, 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 très intense. Et on peut se sentir bien au premier, bien au dernier, et puis avoir des moments de mou entre les deux. L'expérience va nous permettre de gérer ce genre de situation. Mais avant le spectacle, comment tu te sens? Après le spectacle, on débriefe directement. Encore une fois, on peut être derrière le rideau. Ben là, au moment où tu m'as donné le hap, c'était trop tôt, j'étais pas prêt. Malgré les années d'entraînement, malgré les années de préparation, on corrige en permanence, en permanence. On n'est jamais sur des acquis finis, et c'est ce qui permet en permanence de garder un niveau d'excellence et de garder un niveau en sécurité. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, dès que j'ai créé mon entreprise, c'est une des premières choses que j'ai mis en œuvre. Dans chaque réunion, et ça fait plus de 20 ans, on démarre jamais une réunion sans un tour de table de comment tu te sens. Au départ, c'était un comment ça va. Et puis, on s'est rendu compte que comment ça va, les gens, ils parlent rapidement du match de foot d'hier, de la météo. Donc, on a recentré sur comment toi, tu te sens. Et, bien sûr, d'écouter la réponse. Ça va strictement rien changer à l'ordre du jour de la réunion. Ça va strictement rien changer à ce qu'on va dire, mais ça va considérablement changer la manière dont on va dire les choses. Parce que la personne qui vous fait comprendre qu'elle n'est pas en forme, parce que souci perso, etc., bah lui ou elle, je vais éviter d'aller l'embêter. Et puis celui qui vous dit, moi j'ai une patate d'enfer, je vais m'appuyer sur lui pour les bonnes, les mauvaises décisions, etc. Donc c'est un truc, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Je vous invite à tester parce que c'est vraiment un truc qui change vos réunions. Sachant que ça, c'est avec les humains, on leur demande. Et quand on travaille avec les chevaux, c'est encore différent. Bah, les chevaux, c'est pareil. On vit avec nos chevaux. On a 50 chevaux, tous les matins, 7h30 dans la piste, en train de travailler avec. L'équilibre d'un cheval se fait entre ses soins, la qualité de sa litière, la nourriture, le travail, la détente, la douche, le paddock. C'est vraiment un programme harmonieux. Quand on nous pose la question, est-ce que la place d'un cheval n'est pas dans un champ? Je ne sais pas, quand vous prenez le train, si vous voyez la tête des chevaux qui sont dans les champs, ils ne donnent pas envie d'être à leur place. Et nous, nos chevaux, quand vous venez les voir, ils sont en pleine vitalité, ils sont en pleine forme, parce que la vie, c'est aussi le travail, la vie, c'est aussi de produire. Et la particularité en plus chez nous, c'est qu'il y a 50 étalons. Et donc les chevaux, on les connaît. Moi, j'ai mon palefrenier, il va me dire, oh, aujourd'hui, où elle va, il n'est pas en forme. Hop, la première chose qu'on va faire, on va arriver à l'écurie à 7h30, on va aller voir où elle va. Et puis où elle va, on va veiller toute la journée à où elle va pour qu'il soit en forme au moment du spectacle. Et si où elle va n'est pas en forme, on mettra un autre cheval ou on retirera où elle va du spectacle. Et on s'adapte en permanence. On ne peut pas lui demander comment il va. Le cheval ne nous répond pas. Il n'y a que l'observation et l'expérience qui permettent d'appliquer cette chose. Ouais, donc et notamment en acrobatie à cheval, hein, parce que vous êtes debout sur un cheval au galop qui fait 400 kg. Et là, votre vie, elle dépend de lui. Donc c'est hyper important de savoir dans quel état il est, de stress, de fatigue, de le prendre dans les bras, de lui taper sur la croupe. Et quand on démarre avec un cheval, par exemple, la voltige, debout sur la croupe, pourquoi on est sur la croupe? Parce que c'est au niveau de ses postérieurs. Donc là, il a de la force, il a pas mal au dos, c'est logique. Et le cavalier va vous dire, ah, le cheval, il allait mal aujourd'hui. Mais non, c'est pas le cheval qui allait mal, c'est toi. C'est à toi de donner l'impulsion au cheval, c'est à toi d'être exemplaire. C'est en fait, le cheval allait mal parce que, par exemple, tu étais penché en avant. Si tu te mets en équilibre, le cheval va repartir en avant. Ça, c'est assez important parce que c'est ce genre de détails qui font la différence. Alors, n'allez pas non plus, lundi matin, taper sur la croupe de Jean-Pierre à la compta, savoir comment il va. Vous lui demandez comment ça va et surtout, écoutez la réponse. Parce que le nombre de fois dans la journée où on demande à quelqu'un « ça va ?» et puis il n'a même pas le temps de répondre, qu'on a tourné les talons et qu'on n'a pas écouté la réponse. Quand on voit ce qu'il faut faire avec un cheval qui ne parle pas, c'est tellement facile avec les humains qu'il faut le faire. Le mieux pour illustrer la confiance… Non, attends, viens. Non, la confiance. Tu as un truc dans la poche, non? Non. Ouais. Non. Ah, c'est ton écran.
Ah oui, attends, C'est ton téléphone. Je vais éviter de le casser quand même. T'as peur, t'as peur. Ouais, j'ai peur. Non, j'ai confiance. Tu veux monter comment? Comme ça? Ouais. À l'ancienne. À l'ancienne. Parce qu'on est vieux maintenant. Donne la main. Serre les talons, serre les talons. Voilà. Descends. Descends les talons. Descends les talons. Fais preuve d'abnégation et descends les talons. Voilà. Voilà, comme ça on est bien. Alors, on a chacun notre rôle. Firmin, ton rôle, je te laisse expliquer. Ouais. Ben, en fait, le voltigeur, il doit se laisser porter. Parce que c'est moi qui cherche l'équilibre. Vous avez déjà essayé de tenir un bâton sur la main, ben, on va bouger la main. C'est pas le haut du bâton. Le haut du bâton, justement, il doit rester au maximum à l'aplomb. Et donc là, c'est moi qui cherche. Et si Vincent commence à chercher, c'est-à-dire qu'il commence à monter sur ses pointes, il descend les talons. Voilà. Ou alors qu'il s'appuie pas bien sur ma tête, eh ben, il va m'emmener derrière. Voilà. Vous voyez la photo qu'il y a derrière, là? Moi, je suis en bas et lui, il est tout en haut. Alors, le partenaire du milieu, on ne l'a pas gardé. Lui, il faisait la communication entre le haut et le bas. Voilà. Et hop, donne tes mains. Hop. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai rien fait. Si je me suis fait engueuler. Mais je l'ai laissé, c'est important, je lui ai montré que je lui faisais confiance. Si jamais j'avais pas confiance en lui, comme il l'a dit, j'avais cherché mon équilibre, on travaillait l'un contre l'autre. Je ne sais pas si vous avez entendu à la descente aussi ce app. C'est le tempo qu'on donne. Le tempo, il est là en permanence dans le spectacle. Le tempo, tu veux que je parle du tempo? Je te lance. Le tempo, oui. Imaginez un spectacle, c'est 1h30. On a l'impression qu'il n'y a pas de temps. Même aujourd'hui, on a 45 minutes. 1h30 de spectacle. 1h30 de spectacle, ça veut dire environ 750, 800 effets de lumière. 800 go. Une quarantaine, une cinquantaine de partitions de musique, de morceaux. 40 chevaux, 25 artistes. Il faut mettre tout ça dans 1h30. C'est des heures, des années de travail, forcément. Une préparation. Chaque année, nous, on change de spectacle. Donc, à chaque fois, on élabore avec des auteurs, avec des compositeurs, que ce soit la narration, que ce soit l'écriture, que ce soit les paroles, que ce soit les costumes, que ce soit les lumières. Mais tout ça donne le rythme au spectacle. Si je devais étaler la totalité du travail, on pourrait faire un spectacle de 5 heures, 6 heures, mais ça ne marche pas. Il faut que tout ça tienne en 1h30. Et dans cette heure et demie, le rythme d'un numéro, le début, la fin. Donner la bonne impulsion, parce que c'est ce qui va faire que le public va être émerveillé, va vivre des émotions, et en même temps que l'on va pouvoir terminer ce spectacle en temps et en heure. Alors, ce que j'aime bien dans le tempo, moi, qui m'a énormément travaillé dans la vie d'entrepreneur, c'est que le tempo, c'est à la fois se connecter aux gens avec qui on travaille, on en a parlé tout à l'heure, hein, de se jauger avant un spectacle, etc. C'est aussi se déconnecter du monde extérieur. Savoir que quand on est artiste, hein, on coupe nos téléphones 1 à 2 heures avant un spectacle pour être certain de ne pas être perturbé, voire plus, par une mauvaise nouvelle qu'on apprendrait, etc. Et quand vous êtes, comme Firmin tout à l'heure, en haut de l'échelle, il ne faut pas être en train de penser, bah oui, il y a un tel qui m'a appelé, qui m'a annoncé que... Et ça aussi, je l'ai transposé dans mon entreprise, et ça fait maintenant plus de 15 ans que 100% de nos réunions se font sans ordinateur, sans téléphone. Alors on a à l'entrée des salles de réunion des boîtes à doudou. Vous avez vu? J'avais vu ça à la crèche de mes enfants, les boîtes à doudou. Donc on a mis en place des boîtes à doudou, et jamais de téléphone, jamais d'ordinateur. Ça fait que les réunions durent moins longtemps. On fait des pauses plus longues pour avoir le temps de se reconnecter au monde extérieur. Je dis souvent en rigolant que le seul truc à travailler, c'est l'humilité et d'accepter que quand on rebranche notre téléphone, la Terre a continué à tourner sans nous. Mais à part ça, c'est un vrai plaisir parce qu'on est focus sur nous. Ce que j'ai dit à mes salariés, c'est que pendant ces temps de réunion, il n'y a rien qui est plus important que nous. Même le plus gros client de la boîte qui nous appelle, on lui répondra plus tard. Mais là, en ce moment, c'est nous. Et tout ça, ça se fait aussi justement, ce que j'étais en train de vous dire, comment on embarque ses salariés grâce à la passion. Ça, c'est ton père qui nous a appris ça.
il avait une définition de l'art. Il disait c'est le travail effacé par le travail. Et ça, je pense que ça vous parle, bien sûr, toutes et tous aussi, dans votre quotidien. Tu as un peu parlé, oui, des folies grusses, mais ce serait bien de réexpliquer quand même pourquoi tu as créé ces folies grusses, pourquoi tu as révolutionné ton métier et ton art. Je vais faire une petite genèse. Ma famille est dans le spectacle équestre et depuis 1854. C'est un tailleur de pierre alsacien qui est tombé amoureux d'une écuyère italienne, qui a fermé son entreprise et qui a suivi les saltimbanques, les écuyers sur les routes. Et mon père est né en 1944 dans une caravane de sa grand-mère pendant l'occupation. Il y avait marqué cirque, c'était le grand cirque de France, le Radio Circus. Fin des années 60, une entreprise qui était énorme avec plus de 200 salariés et un chapiteau de 5000 places qui était itinérant dans toute la France. Fin des années 60, c'est la crise, et le cirque fait faillite. Mon père repart faire l'artiste en Espagne. En 71, il revient en France, il est marié avec ma maman, Gypsy Bouglione. Ça fait une belle fusion quand même, c'est assez exceptionnel. Et ils décident de monter leur propre cirque. Et à Paris, Sylvia Montfort organise une exposition pour célébrer le bicentenaire de l'arrivée de Philippe Asselet, qui est notre maître, qui était un militaire qui a eu l'idée de former, du moins qui utilisait la piste pour former les chevaux et les cavaliers au champ de bataille. Et démobilisé, il a eu l'idée de faire un spectacle dans cet espace scénique. Et c'est pour ça que nous, depuis 2014 par exemple, on a enlevé le mot cirque. On s'est recentré vraiment sur l'art équestre, parce que c'est notre ADN. Je vous parlais des 50 chevaux, c'est eux qui nous font vivre. C'est pas les camions, c'est pas les bouts de toile. C'est vraiment un savoir-faire comme la Comédie Française ou l'Opéra de Paris. On est un conservatoire des arts équestres de la piste. Notre patrimoine, on le construit de A à Z. Et donc Sylvia Montfort, 74. Mon père, en plus, il ouvre la première école de cirque en France. Deuxième étape, il fait passer le cirque du ministère de l'Agriculture à la culture, parce qu'à l'époque, c'était l'agriculture, vu qu'il y avait des animaux et que ça voyageait. En 82, il est cirque national sous Jacques Lang. Jacques Lang voulait un cirque pilote pour l'État. Demande à ma famille, demande à mon père d'être cirque national, de 82 à 87. 87, ça s'arrête parce qu'il y a le changement de gouvernement. En 94, on se sédentarise dans le Vaucluse. On arrête de tourner. L'hiver à Paris, l'été dans le Vaucluse. Et on vit comme ça jusqu'en 2014 où on enlève le mot cirque. Et en 2019, moi j'ai 39 ans, je gère l'entreprise techniquement, administrativement depuis des années. Et je dis à mon père, maintenant soit je dirige, soit je m'en vais. Des fois, il faut être un peu... Mais il faut avoir des bonnes convictions et des bons outils aussi. Je disais qu'on ne pouvait pas... Ça, c'est important, je pense. Vincent, tu pourras toujours... on ne peut pas conduire avec le volant sans les pédales et on ne peut pas conduire avec les pédales sans le volant. Il y a un moment, celui qui pilote, il faut lui faire confiance. Et c'est comme ça qu'il me dit d'accord. Et moi, je dis à mon frère et ma sœur, je dis on va reprendre l'entreprise, mais par contre, il faut ramener du monde. Il faut aller chercher du public. Il faut aller chercher un nouveau public parce que l'image du cirque avait quand même été très décriée. L'opprobre sur les animaux, qu'on y soit pour ou contre, c'est une généralité. Il ne faut pas faire une généralité de tous, parce que nous, nos chevaux, ils sont très bien. Et je vous invite à venir les voir à Paris ou à Béziers. Mais il fallait redorer notre blason un peu et vraiment affirmer notre identité d'artiste. Alors, on a deux particularités chez nous. Je dis à mon frère, on crée les spectacles en famille. C'est-à-dire que tous les artistes sont les membres de la famille. On est 15 quand même. Et il y a 50 chevaux. Donc notre ADN, c'est la famille et les chevaux. Et la construction en interne de tout notre patrimoine. Et donc je dis, les spectacles durent 2h30, 2h40. C'est trop long. Aujourd'hui, le public, il consomme beaucoup plus rapidement. Ensuite, les contraintes. Aller dîner ou déjeuner avant un spectacle, c'est compliqué. Nous, on est dans le bois de Boulogne. Il faut prendre la voiture pour aller en ville. Il faut revenir au spectacle. 14h, c'est trop tôt. Les gens ne sont pas sortis de table. 15h, c'est trop tard, etc., etc. Et on fait beaucoup d'événementiels, c'est-à-dire qu'on a une grosse partie de conventions, de séminaires sous le chapiteau à Paris avec Paris Society, où on accueille les plus grandes entreprises, où là, on voit bien que une petite coupe de champagne, un petit canapé, on se met dans l'ambiance, on voit un petit spectacle plus concentré de 20 ou 30 minutes. Après, il y a la partie conférence derrière. Il faut du rythme. On parlait de tempo tout à l'heure, il faut que ça soit rythmé. Et je dis à mon frère et ma sœur, je dis donc on garde notre ADN, on crée un espace hospitalité avant le spectacle avec de la restauration, mais des choses simples, des burgers, des fish and chips, des huîtres, planches de fromage, charcuterie, des bons produits, mais simples.
On accueille les spectateurs avec nos chevaux aussi. C'est-à-dire que je mets Alexandre et Charles à l'extérieur, comme ça, les clients qui rentreront sous le chapiteau ne diront plus « ça sent le cheval ». Parce que comme ils l'ont vu, ils ont compris. Voilà. Et donc on met en immersion les gens dans notre univers. Et j'appelle ça au début le nouveau cabaret Alexis Grus. Il y a un pré-show avec de l'animation musicale. Vu qu'on a des musiciens sur place, je dis on va mettre les musiciens. Ils vont jouer, ils vont animer. On aime faire des bœufs, on aime jouer de la musique chez nous. Ensuite, les artistes, ben, ils viendront faire un petit pré-show, une petite démonstration. On va au spectacle et après le spectacle, on reste avec le public. Encore le bar, encore la partie sucrée pour partager un moment d'échange avec les artistes. Et j'étais content parce que l'année dernière, j'avais Brasseur, le fils Brasseur, qui est venu nous voir. Il me dit, bah, tu vois, nous, c'est vachement bien chez vous parce que nous, les artistes, dans le théâtre, on est dans les loges avant, dans les loges après, et on voit jamais notre public. Et forcément, ce concept qui s'appelait le nouveau cabaret Alexis Grus, le plus dur, ça a été de lui trouver son nom. Donc le nom, ça a été les Folies Grus. Et c'est bien parce que on a créé comme ça le lieu, le concept, qui s'appelle les Folies Grus. On a mis de côté l'institution qui s'appelle la compagnie Alexis Grus, c'est-à-dire qu'elle est marquée, elle est dans le marbre, c'est un savoir-faire, c'est un patrimoine équestre et familial. On a deux entités qui sont complémentaires, qui ne se gênent pas, parce que ça c'est important dans la communication aujourd'hui, quand vous avez un lieu, le client qui veut venir, il faut qu'il cherche sur Google, il faut qu'il tape le bon mot. Et donc les Folies Grus ressortent forcément en avant. Et ben, après le Covid, avant le Covid, ça a été difficile parce qu'on a démarré en 2019, une année douloureuse avec les grèves. On avait peur que ça se passe très très mal. Et à partir de l'after Covid, là, on a eu un succès phénoménal parce qu'on a redonné au public non seulement les valeurs qu'ils attendaient de partage, d'échange, de complicité avec les artistes, avec leurs familles, avec les collaborateurs. On peut répondre aussi bien au B2B qu'au B2C et on s'adapte à toutes les clientèles. Et voilà. Alors, moi, ce qui m'impressionne, c'est que pour faire ça, il a fallu embarquer, alors bien sûr, tes salariés, il a fallu surtout embarquer sa famille. Et quand vous avez 5 générations, quand il y a ton père qui a créé ça il y a 40 ans et qu'un jour, il faut dire, il faut prendre un virage, vous imaginez, comme c'est pas simple. Et en fait, ce qu'il a fallu faire, c'est mettre de la fermeté de temps en temps, de la douceur par moment, en fait, s'adapter, trouver autant de méthodes que possible. Et ton père, il a une définition qui, pour moi, est la meilleure du management. Il disait, dans mon écurie, j'ai 50 chevaux et j'ai 50 méthodes d'enseignement différentes. Et du coup, j'ai 50 élèves premiers de leur classe. Et ça, adapter au management, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à chaque personne. Peut-être, on va vous faire une petite démonstration. Ça, vous allez vraiment visualiser. Firmin, il a avec lui 3 partenaires, 3 salariés. Vous avez cette balle, c'est son partenaire classique. Et il en faut. Salarié lambda. Vous avez cette boule de pétanque, lui c'est le salarié costaud, fonceur. Il veut toujours aller de l'avant, il va falloir le suivre. Et puis vous avez cet œuf. Lui c'est le partenaire fragile. Et il faut absolument y faire attention et ne pas le laisser tomber. Et observez bien, vous avez une parfaite harmonie, une parfaite complicité entre les 3. Tout simplement parce que c'est lui qui s'adapte aux spécificités de chacun au profit du projet collectif. Et c'est ça le management. C'est au manager de s'adapter à chaque individualité. Pardon. Voilà. On vous avait dit qu'il était fragile. Vous auriez dû faire preuve de bienveillance. Alors d'ailleurs, bienveillance, c'est pas un mot qu'on aime bien. On préfère l'abnégation. Mettre de côté ses intérêts personnels au profit des autres. Peut-être la meilleure définition de l'abnégation, on va vous refaire une petite démonstration de passage. Et là, vous allez bien observer. On ne regarde jamais la massue que l'on reçoit, mais uniquement ce qu'on lance. Une fois, il y avait quelqu'un qui me disait, si on faisait ça avec les mails, ce serait génial.
C'est bon. Pensez plutôt. Alors vous allez voir que on peut même faire un autre exploit. C'est lié l'abnégation à la confiance. Qui a confiance en nous? Bah, pas grand monde. Allez, venez avec nous. Avec votre voisine aussi. Venez toutes les deux. Ah bah, bah. Parce qu'on fait ça aussi avec des haches. C'est là. Maladroit que moi. Ne vous inquiétez pas. Venez là. Venez là. Venez au Hop, milieu. mettez-vous bien au milieu. Voilà, là, hop, Côte à côte. voilà. On peut les applaudir parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont vivre. Gardez bien vos mains le long du corps, voilà. Et ne bougez pas. Avance un peu. Hop. Merci. C'est génial parce que à chaque fois je kiffe dans ces conférences. On a pu vous parler d'équilibre, avoir les bonnes bases pour pouvoir se déséquilibrer, avancer, de confiance, comment on instaure la confiance avec ses collègues, comment on les écoute, et puis cette passion pour embarquer les gens dans un projet comme tu as su le faire avec les Folies Grusses. Moi, j'ai quand même envie de faire un dernier petit truc parce que chaque fois, on n'arrive pas à le faire et j'ai une idée qui a germé depuis un moment. Je voudrais tester une nouvelle forme de réunion qui me trotte dans la tête. Et alors, je vais avoir besoin de 4 hommes un peu costauds sportifs, comme vous deux, par exemple. Venez avec moi, vous aussi. On peut les applaudir parce que... Vous allez voir, vous testerez ça dans vos entreprises. Même si c'est la première fois que je le fais, j'y crois. Alors le principe déjà, par rapport à une salle de réunion classique, c'est que, venez vous installer, on ne va pas s'asseoir face à face, mais de cette manière. Hop, Voilà. là, venez là, venez là. Voilà, Hop, venez là. là, Oui, non, pardon, excusez-moi. Ouais, là, là, comme voilà. ça. Non, 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 non. Tournez-vous, tournez-vous. Là, voilà. Non, non, toi tu te tournes. Voilà. Donc déjà c'est sympa parce que on se regarde pas. Et puis en même temps, ça permet des fois de faire des micro-siestes. Avancez un petit peu. Parce qu'on se regarde pas Avancez là. un peu. Hop. Vous allez voir que le côté sympa aussi de ces réunions, c'est que c'est un petit peu tactile. Hein. Donc et on va pouvoir se reposer. Attendez, il a trop écarté les chaises. Là, c'est là-bas que tu as trop écarté. Là, Voilà. voilà. moi, Bonne réunion bien On va condensée. pouvoir se reposer les uns sur les autres. Voilà. Hop, levez les bras. En plus, c'est reposant. Hein. Voilà. Voilà. Et alors, je vais vous donner un truc qui peut vous servir. C'est qu'en plus, on va pouvoir faire des économies sur le mobilier. Ah, levez les Donc, fesses. tu lèves. Voilà. Levez, levez, Allez, on lève les levez. fesses. Voilà, les gars. Et croyez-moi, les réunions durent moins longtemps. Hein. Une belle preuve d'abnégation. Je crois que c'est le moment de la pause pour les autres. Hein, où on peut les... Allez, on Allez, hop, donnez-nous peut les les mains. applaudir. Donnez les mains. Bravo. Un grand merci en tout cas pour votre participation. Un grand merci à Agile Lyon pour cette confiance. On a passé un super moment. Un tout petit coup de pub, mais n'hésitez pas à aller voir les Folies Grusses à Béziers tout le mois de juillet, août. Pierre-Main vous accueillera et il se souviendra même, dites Agile Lyon, il se souviendra de cette expérience, etc. J'ai pas dit qu'il vous donnera des places. Allez à Paris aussi tout l'hiver. Je fais un dernier petit coup de pub aussi parce qu'on a créé il y a 3 ans maintenant un fonds de dotation, Tout à fait. le fonds de dotation Alexis Grus. Donc on va voir des mécènes et on organise des galas caritatifs. On a un gros projet aussi qu'on est en train de mettre en œuvre d'équithérapie
Hein, les chevaux qui sont en retraite, ben, on les garde, on s'en occupe. Et on est en train de monter des projets pour soigner notamment les femmes atteintes de cancer, pour retrouver de la confiance au travers de ces chevaux-là. Donc voilà, on essaie aussi de faire connaître ça. Et je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis, moi c'est un vrai kiff de faire ces conférences avec toi. Et moi, faute de faire des numéros. Voilà. Merci. Merci beaucoup.